François Truffaut, l'un des plus grands architectes de la Nouvelle Vague, fut un réalisateur, critique et scénariste profondément influent qui a remodelé le langage du cinéma mondial avec des œuvres très personnelles telles que Les 400 coups, Jules et Jim et La nuit américaine. Cet artiste utilisa le cinéma comme un médium pour explorer l'âme humaine, l'amour, la solitude et surtout les souvenirs d'enfance obsédants. Cependant, derrière sa brillante carrière, la reconnaissance critique et l'amour du public, Truffaut portait toujours en lui une tristesse persistante, un sentiment d'incomplétude qu'il transforma avec talent en matière artistique, sans jamais vraiment l'apaiser dans sa vie personnelle. Le contexte actuel de Truffaut est le début des années 1980, avant sa mort prématurée à l'âge de 52 ans. En 1984, alors qu'il était encore au sommet de sa créativité, venant de terminer son dernier film Confidentiellement vôtre, 1983, mais que sa santé s'était gravement dégradée en raison d'une tumeur au cerveau diagnostiquée. Cette tristesse n'était pas simplement liée à des problèmes de santé, mais aussi au regret d'amour manqué et à une obsession pour un passé familial jamais apaisé, un fardeau psychologique auquel il tentait de s'échapper en se plongeant corps et âme dans le travail et des liaisons brèves et intenses. On l'a toujours considéré comme un homme charmant et coureur de jupons, ayant entretenu des relations avec de nombreuses actrices et collègues, mais cette succession de relations instables et éphémères témoignait de son incapacité à trouver un lien authentique, un havre de paix. Ce que François Truffaut dissimulait le plus, c'était la vérité sur son père biologique qu'il n'avait jamais connu, un secret qui hantait son enfance malheureuse, marquée par les violences et l'abandon de sa mère et de son beau-père. Des expériences qu'il recréait indirectement et métaphoriquement à travers le personnage d'Antoine Doinel, son alter ego cinématographique, un garçon rebelle et abandonné, toujours en quête d'amour et d'acceptation. Ces films incessants sur Doinel n'étaient pas seulement un projet artistique, mais aussi un acte inconscient visant à recréer et à penser les blessures de son enfance, une tentative de dialogue avec un passé qu'il ne pouvait changer. Cette tristesse invisible provenait aussi de la solitude de l'artiste qui avait mis toute sa vie, ses émotions et ses souvenirs dans son œuvre, brouillant ainsi la frontière entre la réalité et le cinéma et l'empêchant de mener une vie normale, insensible aux tragédies qu'il mettait en scène. La carrière de Truffaut fut un immense succès, mais elle reposait sur les fragments de sa vie personnelle, et il nourrissait la crainte que, s'il cessait de faire des films, il doive affronter la vérité crue de son propre malheur et de sa solitude. Une crainte qui, à présent, face à une mort imminente à l'âge de 52 ans, devenait plus claire et plus inévitable que jamais. La vie amoureuse de François Truffaut était un labyrinthe complexe de romances intenses, mais souvent éphémères. Une succession de relations nourries par une passion pour l'art et un désir d'amour inconditionnel. Désir né d'une enfance marquée par le manque d'affection. Sa première relation et unique mariage fut avec Madeleine Morgenstern, fille d'un important distributeur de films. Cette union lui apporta non seulement une stabilité personnelle et la naissance de 2 filles, Laura et Eva, mais aussi les moyens financiers et professionnels de réaliser ses premiers films, dont Les 400 coups. Le mariage dura de 1947 à 1960. Et sa rupture ne fut pas due à des désaccords ou des disputes, mais à l'incapacité de Truffaut à être fidèle et pleinement engagé, une incapacité alimentée par une obsession de l'amour idéal et une quête incessante de nouvelles émotions, de nouvelles fascinations artistiques et physiques.
Truffaut divorça de sa femme après avoir entamé une liaison avec l'actrice Françoise d'Orléac, sœur de Catherine Deneuve, une relation tumultueuse et passionnée qui s'acheva tragiquement par la mort de d'Orléac dans un accident de voiture en 1937. Cet événement provoqua un choc profond et laissa une blessure indélébile dans l'âme de Truffaut, contribuant à l'indicible tristesse qui l'habitait. La mort de d'Orléac devint pour lui un amour perdu éternel, un sentiment lancinant de perte soudaine qui renforça sa conviction pessimiste de la fragilité du bonheur. Truffaut continua d'entretenir des relations brèves et intenses avec plusieurs actrices, dont Catherine Deneuve et Jacqueline Bisset, et surtout une relation profonde avec l'actrice Fanny Ardant, qui lui donna sa fille Joséphine et fut sa compagne durant les dernières années de sa vie, qu'il appelait son dernier véritable amour. Les échecs successifs de ces relations, à l'exception de celle avec Ardant, ne constituaient pas une fin en soi, mais une répétition inconsciente de ses peurs d'abandon et d'insécurité propres à son enfance. Chaque fois qu'une relation devenait trop stable ou trop banale, Truffaut semblait la saboter, cherchant un nouveau chaos, un nouveau drame, pour se sentir vivant et combler le vide intérieur. Ce comportement autodestructeur fut à l'origine de la plus profonde tristesse de son existence. L'amour de Truffaut était une quête incessante de la mère idéale et de la femme parfaite qui lui faisait défaut, une quête qui le laissa sans jamais appartenir véritablement à personne. L'échec constant de ces relations transforma sa vie en une succession de moments de solitude et de regret, malgré l'admiration et l'amour de nombreuses femmes. En 1944, quelques mois avant sa mort des suites d'une tumeur au cerveau, à l'âge de 52 ans, François Truffaut s'entretint une dernière fois avec des amis proches et des critiques. Ses paroles réfléchies et posées, soigneusement consignées, lui permirent, pour la première fois, de dévoiler, avec une clarté saisissante, sa profonde tristesse, sans plus se voiler la face derrière des métaphores cinématographiques ou un humour amer. Il la décrivait non comme un regret pour sa carrière, mais comme celui de son incapacité à construire un foyer normal, reconnaissant ainsi que sa brillante carrière s'était bâtie sur le sacrifice de sa vie familiale et de sa stabilité personnelle. Il confiait que le traumatisme de son enfance malheureuse et son besoin d'être aimé avaient fait de lui un homme accro à l'amour, toujours en quête de passions intenses, mais incapable de supporter la paix et la stabilité d'une relation durable. Cette contradiction l'avait conduit à blesser les femmes qu'il aimait et à exposer ses enfants à son tourment émotionnel. Truffaut admettait également que cette tristesse provenait de l'impossibilité d'échapper au fantôme d'Antoine Doinel, personnage de fiction inspiré de lui-même. Il se sentait prisonnier de ce personnage, contraint à une vie rebelle et tumultueuse, sans jamais vraiment grandir, un lien artistique si profond qu'il ne pouvait dissocier l'art de la réalité. La confession la plus profonde de Truffaut, à la fin de sa vie, fut l'acceptation que le cinéma était un substitut à la vie et qu'il avait utilisé la caméra, les scénarios et les histoires d'amour pour fuir la dure réalité de son malheur et de sa solitude. Il regrettait de ne pas avoir passé assez de temps avec ses filles et de n'avoir pu leur offrir une stabilité affective, un regret quant à son rôle de père et de chef de famille. Il évoquait aussi la tristesse liée à sa mort imminente, non pas une peur de la mort, mais un regret pour les nombreux films qu'il restait à faire, les nombreuses histoires qu'il restait à raconter, une grande déception créative,
la prise de conscience que le temps lui aurait manqué pour accomplir sa mission artistique. Les derniers mots de François Truffaut étaient une confession poignante sur le prix humain du génie, l'aveu que la grande créativité naît souvent d'une profonde vulnérabilité et que sa tristesse était le prix qu'il payait pour son héritage cinématographique immortel. Le parcours de François Truffaut fut une transformation remarquable. D'enfant rebelle, déscolarisé et voleur, considéré comme gâté et envoyé en maison de correction, il devint un critique de cinéma incisif au Cahier du cinéma, puis un réalisateur pionnier de la nouvelle vague. Sa carrière s'est construite sur un talent naturel, une passion débordante pour le cinéma et le soutien précieux du critique André Bazin, qu'il considérait comme un père spirituel. Le plus grand secret que Truffaut cacha longtemps fut une profonde insécurité liée à son manque d'instruction et un complexe d'infériorité quant à sa naissance illégitime. Bien qu'il soit devenu un critique de premier plan et un réalisateur respecté, il craignait toujours d'être démasqué comme un autodidacte sans diplôme. Ce complexe d'infériorité, lié à l'absence d'une identité familiale clairement définie, le poussa à travailler sans relâche, faisant de sa créativité un moyen de prouver sa valeur au monde, une dissimulation qui engendra une grande pression psychologique. Le deuxième secret concerne sa relation complexe avec André Bazin, qui fut non seulement son professeur, mais aussi son mentor, celui qui le sauva du centre de redressement et lui permit de faire ses premiers pas dans le cinéma. Truffaut a toujours dissimulé une part de vérité quant à sa grande dépendance affective envers Bazin, une dépendance qui revêtait la dimension d'une relation père-fils idéale qui lui faisait défaut. La mort de Bazin en 1958 fut un choc terrible, une perte dont il ne se remit jamais vraiment et qu'il transforma en motivation pour achever son premier film, Les 400 coups, en hommage à son maître. Un troisième secret résidait dans la dissimulation de relations tendues avec ses collègues de la Nouvelle Vague, notamment Jean-Luc Godard, une relation qui passa d'une étroite collaboration et amitié à une hostilité ouverte. Truffaut s'efforça toujours de se donner l'image d'un conciliateur. Mais la vérité était que la rivalité créative et les divergences de philosophie cinématographique et politique avaient engendré de profondes divisions, tensions, qu'il masquait pour préserver l'unité du mouvement. Le parcours de Truffaut n'était pas seulement une succession de chefs-d'œuvre, mais aussi un processus continu de dissimulation d'insécurité, de dépendance affective et de conflits personnels, des secrets qui ont façonné un génie cinématographique complexe et blessé. Dans la vie amoureuse tumultueuse de François Truffaut, marquée par une série d'aventures éphémères après son premier mariage, son aveu le plus troublant ne résidait ni dans le nombre de ses conquêtes, ni dans les trahisons, mais dans la reconnaissance de l'origine oedipienne, complexe d'Œdipe, de la plupart de ses relations, un aveu qu'il évoqua indirectement dans des lettres personnelles à un ami proche. Le plus troublant était que Truffaut reconnaissait que son désir d'amour et d'acceptation inconditionnelle n'était pas seulement la recherche d'une partenaire, mais une quête inconsciente d'une figure maternelle de substitution qu'il n'avait jamais eue. Il confessait que la plupart des femmes qu'il avait aimées incarnaient soit certaines caractéristiques de cette figure maternelle idéalisée, affection, sympathie, protection, soit, à l'inverse, représentaient la relation interdite et la complexité qu'il associait à sa propre mère, qui l'avait abandonné. Truffaut a reconnu que sa relation avec son ex-femme, Madeleine Morgenstern, n'était pas seulement une histoire d'amour, mais aussi de sécurité et de protection. Sa famille était distributeur de films, un arrangement inconscient destiné à lui assurer la stabilité qui lui faisait défaut.
La rupture de cette relation était due à son incapacité à supporter la normalité et la sécurité, et à son attirance constante pour des relations plus dramatiques, complexes et stimulantes. Il a également avoué que sa passion intense pour l'actrice Françoise d'Orléac était une recréation tragique de son enfance, une relation qui menaçait de s'effondrer à cause de sa personnalité, et que sa mort tragique avait inconsciemment comblé son besoin d'un amour qui ne peut être perdu parce qu'il est terminé. Un amour conservé dans un souvenir parfait, jamais éclipsé par la réalité. Cette confession révèle clairement que la vie amoureuse tumultueuse de Truffaut n'était pas la liberté romantique d'un artiste, mais une répétition compulsive. De la blessure de son enfance, une quête sans fin de guérison et de compensation, mais se soldant toujours par un échec, un cercle vicieux qui constituait la source la plus profonde de la tristesse invisible qu'il devait dissimuler sous le masque de son grand amant. À 52 ans, face à la mort et à une santé déclinante, François Truffaut n'évoqua pas un nouveau mariage au sens traditionnel du terme. Ses derniers mots sur le sujet furent plutôt une profonde réflexion sur l'engagement, la stabilité et surtout sa relation avec l'actrice Fanny Ardant, devenue sa compagne et la mère de sa plus jeune fille, Joséphine, avec laquelle il passa les dernières années de sa vie. Truffaut décrivit sa relation avec Fanny Ardant non comme un nouveau mariage, mais comme une acceptation fatale, une relation où il trouva la paix et une compréhension tardive, loin de la quête amoureuse frénétique et du drame autodestructeur qu'elle avait été auparavant. Il reconnut qu'Ardant était la première femme à accepter toutes ses complexités, y compris sa tristesse, son insécurité et son obsession du passé. Elle lui offrit la stabilité dont il avait besoin, sans exiger de lui qu'il renonce à son identité artistique, un équilibre qu'il n'avait jamais trouvé dans aucune relation précédente. Truffaut soulignait que son nouveau mariage était un engagement envers la maturité, la prise de conscience que la sécurité et le véritable amour ne résident ni dans le drame ni dans l'idéalisation, mais dans la simple présence, le respect et l'attention mutuelle dans les moments difficiles. Un changement radical de perspective pour un homme qui avait passé sa vie à fuir la stabilité. Il évoquait également le rôle d'Ardant dans la réparation de ses relations avec ses filles aînées, issues de son premier mariage, créant ainsi un nouveau lien familial, chose qu'il regrettait de n'avoir pu faire auparavant. Le plus important, dans les propos de Truffaut concernant cette relation tardive, était l'acceptation d'avoir trouvé l'amour sans le prix du chaos, une libération du cycle autodestructeur qui le hantait. Pour Truffaut, la relation avec Fanny Ardant était un dénouement heureux, l'affirmation que, même après une vie marquée par les blessures et les épreuves, il était possible de trouver une connexion profonde et la paix avant de quitter ce monde, une paix qu'il appelait l'ultime union avec la vie. L'histoire de François Truffaut est une symphonie complexe d'art et de tragédie personnelle, un parcours marqué par les profondes blessures d'une enfance malheureuse et un désir insatiable d'être aimé. Ce parcours l'a transformé d'enfant abandonné en réalisateur de génie, sans toutefois qu'il ne trouve jamais la paix intérieure. La tristesse qui a fini par le ronger était une obsession de ses origines et une insécurité identitaire, combinée à un complexe d'Édipe non résolu. Ce complexe a transformé sa vie amoureuse en une succession de relations intenses, éphémères et autodestructrices, où il recherchait sans cesse une figure maternelle de substitution sans jamais aspirer à la stabilité. Son parcours professionnel fut une forme d'auto-guérison par l'art,
où il utilisa le personnage d'Antoine Doinel comme un confident pour dialoguer avec son passé refoulé. Mais ce succès fulgurant s'est fait au prix de sa vie de famille et de son incapacité à mener une existence normale, un regret qu'il a confessé à l'âge de 52 ans. Sa relation tardive avec Fanny Ardant fut un épilogue significatif, où il trouva enfin une acceptation inconditionnelle et une paix intérieure sans avoir besoin de créer de drame, un engagement envers une maturité tardive. La conclusion ultime de François Truffaut est la reconnaissance que son immense héritage est né de ses blessures les plus profondes. Il n'était pas seulement un grand réalisateur, mais aussi un conteur blessé qui a osé transformer son malheur en un langage cinématographique universel, laissant derrière lui un héritage qui n'est pas seulement fait de films, mais aussi d'une histoire émouvante sur la quête de l'amour, de l'acceptation et de la guérison, une histoire finie trop tôt, mais pleine de vie, et un témoignage de la façon dont le génie est souvent façonné par de grands fardeaux spirituels. Fardeaux spirituels.